Alors bonjour, rebonjour peut-être. Et si vous vous joignez à nous aujourd'hui pour la première fois, nous sommes avec Dr Hugo Lévesque, médecin et psychiatre moins quelques semaines. On prend le temps de parler aujourd'hui de l'anxiété qui touche, ma foi, beaucoup de personnes, plus qu'on C'est, peut penser, hein? c'est le diagnostic numéro un de Ah, santé mentale. C'est lui le plus prévalent. Ça touche environ une personne sur trois dans notre société, là, puis wow. probablement plus qui sont à des niveaux sous-syndromal, donc pas diagnostiqués. Ouais. Donc 33% et plus, là, voire, en tout cas, on fera pas d'hypothèse, là, mais déjà une personne sur trois, c'est déjà énorme, en fait. Donc, ça vaut la peine d'en parler si c'est le principal diagnostic. Et je commencerai cette discussion-là, Hugo, avec une question simple, ou peut-être pas, là, mais c'est quoi l'anxiété en L'anxiété, quelques c'est mots? quelque chose qui est nécessaire. Hein? Fait que c'est bon. Oui, jusqu'à un certain point. C'est Ouais, ça c'est la l'affaire. dose. Oui, c'est ça. Tout est bon avec modération. Euh, L'anxiété, en fait, là, dans l'évolution, ça a été extrêmement utile. Là, si on regarde nos ancêtres, les animaux, là, en fait, dans ce temps-là, à place de parler d'anxiété, on parlait plus de peur. Là. Donc, la peur, c'est quelque chose qui est relié à une menace qui est réelle, une menace qui est perçue dans l'environnement d'un animal qui doit ressentir cette peur-là parce que pour pouvoir transmettre ses gènes à la génération subséquente, il doit se sauver du lion, il doit se sauver de la menace qui est réellement présente. Mhm. Donc, la peur va amener des processus biologiques qu'on peut parler ensuite, là, qui vont faire en sorte que l'animal va pouvoir survivre. Ce qui fait qu'on va naturellement peut-être avoir plus facilement peur d'un serpent que d'une biche dans un champ. Je veux dire, de manière très très innée, on sait qu'il y en a un qui est potentiellement dangereux et l'autre non. Oui, puis en fait, c'est mieux de voir un serpent où est-ce qu'il y a une branche plutôt que de voir une branche où est-ce qu'il y a un serpent, parce que si tu penses que c'est une branche, le serpent va te mordre puis tu vas mourir. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aussi dans l'évolution, il y a eu un concept de biais de négativité qui s'est développé. Là. Donc, le biais de négativité, c'est que notre cerveau il est beaucoup meilleur à percevoir des stimuli négatifs que des stimuli positifs, parce que les stimuli positifs, ils n'entraînent pas de menace à la vie, alors que les stimuli négatifs, il faut les voir puis il faut les prévenir. Mais là, avec l'évolution, l'être humain a créé contre lui euh, ce qu'on appelle l'anxiété. La peur, on a dit, hein, c'est une menace qui est réelle, c'est une menace qui est externe, qui est connue. Puis ça, c'est plus dans le cerveau primitif, là, alors que l'anxiété, c'est plus dans le cerveau, dans le cortex de l'évolution de l'être humain, où est-ce que l'anxiété, c'est une peur qui est inappropriée, qui est excessive par rapport à une menace qui est vague, qui est interne souvent. Puis ça fait en sorte que lorsque cette anxiété-là est présente plus souvent qu'autrement, à cause que lorsqu'une personne est enfant puis qu'il lui arrive des choses qui font en sorte que elle doit plus souvent qu'autrement avoir peur parce qu'il y a de la violence conjugale, parce qu'il y a un environnement qui est insécurisant à la maison ou parce que les parents lui démontre qu'il faut s'en faire pour tout dans la Mhm. vie, parce que si on s'en fait pas pour tout, on peut pas prévenir tout et il va nous arriver des choses néfastes. Ouais. Qui Ben, est beaucoup c'est plus là que... subtil, là. Je t'interromps, là, mais tu sais, cet exemple-là, je trouve qu'il est comparativement de la violence, par exemple, que là, c'est flagrant. Mais on peut avoir aussi juste une mère ou un père qui est lui-même très anxieux et qui va faire attention. On sort dehors, je sais pas, moi, aller chercher un jouet dans le jardin, puis il faut mettre de la crème solaire, puis le soleil, ça peut être dangereux. Puis c'est pas des gens qui vont être. Disons que ça passe plus facilement sûrement sous le radar, mais ça peut avoir des impacts aussi, là. Exactement. Puis, en fait, une pe- tu m'as demandé au départ, hein, c'est quoi l'anxiété, là? Euh, L'anxiété, pour qu'il y ait de l'anxiété, il faut qu'il y ait un stress. Fait puis, encore, j'ai dit tantôt, le stress peut être réel ou peut être imaginé, Il là. peut être perçu. Mais le stress, on peut le diviser vraiment en trois choses. Donc, il y a le stresseur lui-même. Ensuite de ça, il y a la perception que la personne va en faire du stress. Puis, cette perception-là, selon les experts, c'est ça qui est le plus important. C'est pas vraiment la situation elle-même qui est le plus important, mais c'est plutôt la perception que la personne va en faire. Je donne un exemple. Une personne qui perd son travail, puis que c'est la seule chose qui lui reste dans sa vie, puis qu'elle est nécessaire, que financièrement, il est au bout du rouleau. euh, S'il perd son travail, on s'imagine la réaction que ça peut entraîner. Par contre, une personne
qui vient d'une famille riche, qui met beaucoup d'emphase sur sa relation conjugale, sur ses enfants, sa famille, ses amis, ses activités à l'extérieur du travail, qui passe son travail, on peut comprendre que la réaction ne sera pas la même. Donc, pour un même stresseur, 2 personnes vont avoir une réaction complètement différente. Puis la troisième composante, ben, c'est justement la réaction qui s'ensuit suite à la perception. OK, je comprends. Et dans ton exemple, on a des situations où est-ce que ça va être intuitif. On va se dire qu'effectivement, la personne riche, elle a plein de bonnes raisons, vu son contexte, de ne pas être impactée. Mais j'imagine aussi que ça peut être beaucoup plus subtil que ça, où est-ce qu'on a, j'invente un autre exemple, là, quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est dans un poste de travail, qui fait de la comptabilité, sont 2 comptables à l'interne dans une compagnie. Il y en a un des 2 qui tombe en congé maladie et l'autre vient d'apprendre qu'il ramasse ses dossiers. Il ramasse tous les dossiers, finalement, il fait tout. Donc encore là, on pourrait se dire, ben, ça peut être une source d'anxiété, c'est évident, mais on peut avoir aussi quelqu'un pour qui, bon, il va faire ses heures, puis il va faire ce qu'il peut, puis il s'en fera pas plus qu'il faut avec la situation. Donc ça peut être, j'imagine, un peu plus subtil là, comme perception d'une situation. Là. Vraiment. Puis, encore une fois, depuis le début de nos discussions par rapport à la santé mentale, on a parlé de l'influence de la génétique, qui, encore une fois, a une incidence sur l'évolution de l'anxiété. Mais, encore une fois, la génétique n'explique qu'un faible pourcentage, certaines pathologies plus que d'autres, là, mais de la réponse face au stress. Quand même, puis tu as des enfants, tu le sais, d'un enfant à l'autre, pour les mêmes parents, il y a des tempéraments différents. Oui. Puis le tempérament, justement, c'est. Là, après ça, on pourrait regarder, bon, est-ce que l'environnement in utero était exactement le même? Non, parce que la femme, elle a vieilli, l'homme qui a transmis ses spermatozoïdes aussi avait vieilli, la femme, elle a des situations différentes dans sa vie, un stress différent. Ben, moi, dans mon cas, je suis resté très performant, là, fait que moi, j'ai rien à voir là-dedans, mais je comprends ce que tu veux dire pour les autres. Puis, fait, un enfant naît avec un tempérament. Puis, il y a des enfants qui naissent en pédiatrie, ils appellent ça slow to warm up. Là. Mais on peut voir que dès la plus tendre enfance, il y a des enfants qui vont être plus gênés, qui ne seront pas capables d'aller dans des bras d'inconnus, qui vont avoir peur aux nouveautés. Puis, sans nécessairement que le parent ait pu avoir une incidence vraiment sur cette chose-là, parce que l'enfant entre 0 et 9 mois, oui, il apprend beaucoup de son parent. Fait encore une fois, là, est-ce que le tempérament est complètement inné? En partie. Encore une fois, il est extrêmement influencé aussi par les parents. L'enfant apprend dès le plus jeune âge des réactions des parents, puis, on l'a dit tantôt, un parent qui dit « Non, 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 fais pas ça, c'est dangereux. Fais attention, parle pas à ce monsieur-là. » Alors qu'un parent qui a plus une ouverture d'esprit, là, il y a 5 grands traits de personnalité, là, mais l'ouverture d'esprit, l'extroversion, c'est 2 grands traits de personnalité. Si le parent a plus ces traits-là, il va avoir une influence aussi sur l'enfant. Donc, le tempérament à l'enfance, la génétique, les expériences de la très jeune enfance, de développement. Mais après ça aussi, lorsque l'enfant rentre au primaire, il va développer lui-même des stratégies d'adaptation. Puis, il y a différentes choses qui vont mener à l'anxiété, mais lorsque l'enfant pense que le fait de s'inquiéter, ça lui permet d'éviter des conséquences négatives, bien, là, on extrapole, là, peut-être que ça arrive 1 fois ou 2 par semaine au primaire, mais après ça, si ça devient une habitude, ça va devenir de plus en plus fréquent, puis c'est là qu'on va peut-être développer un trouble anxieux. Puis, les troubles anxieux, comme j'ai dit tantôt, il y a différents diagnostics. C'est très prévalent dans notre population. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que tout le monde a envie de l'anxiété. Tout le monde a envie de l'anxiété. Avec le vocabulaire de Carl Jung, on a tous une persona, là, donc on a tous un masque qu'on se met lorsqu'on rentre dans différentes situations. Puis lorsqu'on rentre dans notre première date, lorsqu'on va parler avec notre employeur, peu importe, on veut tous montrer qu'on est en contrôle. Mais ça, il faut toujours se regarder ça en tête. L'autre personne aussi a fait ça. Tout le monde fait ça. Nous, on est conscient de toutes les remises en question qu'on a au quotidien, de toutes nos incertitudes, des choses qui se passent au niveau physiologique aussi, au niveau des battements cardiaques, de la sudation. Puis là, on est tout le temps en train de réaliser ce que nous, on vit, puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais de l'autre côté, la personne se dit exactement la même chose parce que nous, on est très bons la plupart du temps pour cacher ces choses-là. Puis vu qu'on n'en parle pas, ou très peu, trop peu,
ben, on ne réalise pas que tout le monde vit les mêmes choses. Puis là, c'est là qu'on peut développer, entre autres, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, où est-ce que on est comme, OK, ben, tout le monde a de l'air tellement confiant. Moi, je peux être le plus compétent dans mon domaine. Les autres autour de moi sont tellement confiants que probablement que je suis un imposteur puis que je n'ai pas ma place ici. Oui, c'est intéressant, ça. Ça amène tout un. Puis, en fait, c'est que c'est tellement. C'est prédominant là, dans toutes les sphères de la vie. Puis peu importe le rôle social qu'on a ou l'emploi qu'on a, on peut avoir ce syndrome-là qui vient. Puis même indépendamment du travail, c'est souvent lié au travail, je pense, mais ça peut être aussi juste dans le. Ben, pour les mères, là, c'est plus dominant chez les mères, mais pour les mères qui vont se comparer justement aux autres mères. Puis mon Dieu, le gâteau de fête de cet enfant-là était plus beau que le mien. Puis bon, ça peut aller vite, finalement. Ça peut débouler vite, tout ça. Là. Et les médias sociaux. Ouais, c'est exactement ça. Je m'en allais sur Instagram, moi, là, avec mon gâteau de fête. C'est ça. C'est quelque chose que je voulais absolument discuter, là, mais est-ce qu'on en discute ici ou dans une autre capsule? Allons-y, tiens, on pourrait conclure tranquillement. Il y a toujours eu des raisons pour lesquelles l'être humain a été anxieux. J'ai vu des études récentes là, qui démontraient que, bon, on pourrait croire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus prévalent, là, mais si on retourne dans les années 1900, les autos étaient inventés. Donc, les gens avaient peur que l'auto, OK, ou est-ce que la télévision, est-ce que ça va me rendre dingue? Est-ce que ça va rendre les gens lâches? Le journal, c'était une révolution. Des révolutions, il y en a eu toutes sortes. Mm-hmm. Donc, l'anxiété a toujours été présente pour différentes raisons. La révolution industrielle. Bref, les médias sociaux, c'est juste une nouvelle affaire, mais qui est à une échelle supérieure. Parce qu'auparavant, ces technologies-là amener les gens à changer leur mode de vie sans nécessairement être toujours en train de se comparer aux autres. C'est ça. C'est l'aspect de comparaison qui est plus nouveau finalement là-dedans. Là. Puis, on s'entend que, peut-être que je répète les choses que les gens savent déjà, là, mais quand on va sur ces médias sociaux-là, on met pas on prend 43 photos, on met pas la plus lettre. Là. Puis, des fois, même des gens les retouchent, mettent des filtres. On met pas la chicane non plus. Le stories du jour, je me suis chicané avec mon chum, XYZ. Là, on met pas non plus les altercations au travail. Puis, qu'est-ce qu'on met? On met des voyages, on met des belles sorties. Même si tu en as juste une belle sortie dans 2 semaines, c'est ça que tu vas mettre là-dedans. Fait que quand on va là-dessus, on compare notre vie à juste ce qu'on a l'impression d'être des vies parfaites, des gens à l'extérieur de la crème. Puis, un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept de satisfaction de la vie. C'est une équation extrêmement simple. Là, c'est attente moins réalité. Puis si tes attentes sont influencées par des gens qui mettent juste des choses extrêmement belles sur leur Facebook, puis que ta réalité à toi, c'est de la merde, ben, ta satisfaction n'est pas très élevée. Par contre, c'est pas réel. La comparaison que tu fais, c'est des pommes et des oranges, là, mais c'est pas une bonne comparaison. Au point que je le fais pas toujours, mais lorsque j'ai des gens qui ont de l'anxiété sociale, par exemple, surtout des jeunes filles qui viennent à l'hôpital pour une dépression subséquente ou juste pour un trouble anxieux à la base, ça arrive des fois, moi, que, en tant que médecin, des fois, j'ai du pouvoir, là, que j'ordonne que le cellulaire ne soit pris qu'1 heure par jour. S'ils veulent faire des appels, ils peuvent utiliser le téléphone. Je suis méchant, hein? Mais pour vrai, ça fait des miracles. En pédopsychiatrie, là, les enfants qui rentrent en pédopsychiatrie sont 1 semaine sans cellulaire. Puis, on pourrait se dire que des fois, c'est la médication, mais la médication, elle fait rarement effet en l'intérieur d'1 semaine. Ça prend plusieurs semaines avant de faire effet. On pourrait se dire que c'est les interventions psychothérapeutiques. Il y a plein d'explications. C'est multifactoriel, mais... Une grosse explication chez nos jeunes filles anxieuses ou nos jeunes garçons anxieux, c'est les médias sociaux. Le dilemme social, tu as sûrement vu ce documentaire-là, c'est sur Netflix. Oui. Social Dilemma. Oui. Ça, il faut absolument que tout le monde écoute ça. Là. C'est les effets que les médias sociaux ont sur nous. Puis, entre autres, ce qu'on voit, c'est chez les jeunes filles, en 2000... J'hésite entre 2008 et 2011. Il me semble que c'est 2011. Là. 2011, c'est l'apparition de Facebook. Puis, on voit vraiment, là, ça a toujours fluctué dans le temps. Là, toujours une petite augmentation, là, mais les idées suicidaires, puis les taux de suicide, puis les taux de dépression chez les jeunes filles augmentent de façon exponentielle depuis l'apparition de Facebook. Puis, 2008. Apparition de Facebook 2008. Donc, ça date. Sur les cellulaires, ça se peut-tu que ce soit. Ça se peut, ça, les cellulaires. Il n'y avait pas de smartphone en 2008. Bref, c'est un fléau. Ouais, dans tous les cas, c'est la conclusion. Puis quand on est anxieux, puis qu'on n'est pas bien,
peut-être qu'on peut justement comme tasser ça un petit peu de notre vie, les médias sociaux. Je pense que c'est une belle façon de boucler cette première capsule sur l'anxiété, là, proprement parler. Ça peut être un bon défi pour vous à la maison si vous êtes adepte. Puis je pense qu'on peut plaider coupable, nous tous. Rares sont ceux, j'en connais, mais mon Dieu, j'en connais deux, je pense, personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils sont bizarres, eux autres. Ben oui, ils sont bizarres. C'est Tu du dois monde les qui. juger. Ah, c'est du monde qui construisent leur maison puis ils mangent de la luzerne. Là. Ils Puis doivent tellement être bien, là. en fait, c'est parmi les plus beaux êtres humains que je connais. Puis, tu sais, c'est peut-être une coïncidence, mais en même temps, bon, voilà. Donc, on vous laisse sur ces belles paroles et on vous invite à rester avec nous et continuer les prochaines capsules sur l'anxiété.